Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de rotation. On va parler de rotation, c'est-à-dire que on va voir quelles sont les rotations qui se mettent en place, comment elles évoluent. Rotation de Grayscale BTC vers les ETF, rotation du Bitcoin vers les ETF et rotation des long-term holders, donc ceux qui ont des Bitcoins depuis plus de 5 mois, vers soit de la vente, soit eux-mêmes de leur côté des ETF. Ça va être une vidéo très importante parce qu'elle va nous permettre de comprendre un petit peu la pattern actuelle de ce qu'il se passe et comment cette pattern finalement enclenche des réactions sur les prix. Allez, intro. Alors, on commence comme d'habitude par l'analyse technique. Bitcoin qui certes semble plutôt en haut de quelque chose, hein, on le voit ici sur le haut de cette accumulation. Plutôt en haut de quelque chose, mais potentiellement sur un départ de parabole également. Donc il faut intégrer les deux possibilités, soit effectivement si on en vient à perdre par exemple cette accumulation-là, à ce moment-là c'est un retour autour des 38, soit tout simplement il est en train de partir en parabole, ce que je pense être le cas. En tout cas à minima, on est peut-être sur une session qui pourrait partir plus haut pré-halving. Quels sont les signaux que ça pourrait être effectivement le cas? Bah déjà, d'une certaine manière, vous le voyez ici, on a cette figure, plus ou moins épaule-tête-épaule inversée, en tout cas s'il en est, comme ceci là ici, et là on est sur le 1 heure, qui est peut-être en train de casser ici. Attention, il faut vraiment qu'on passe au travers de cette distribution-là. Hein. Pour le moment, c'est pas réellement une confirmation, mais l'idée ici serait potentiellement d'avoir une target qui vise plus ou moins 80 000, je crois. On a déjà des targets qui ont été activés au travers d'autres figures autour des 72-80 000. Si jamais on arrive à confirmer, je dirais, le fait de s'installer au-delà de ce 5 minutes-là, c'est-à-dire plus ou moins l'ATH qui rejette, je pense que c'est bien parti pour. Personnellement, je le vois même comme les 68K. Si jamais on ne se fait pas repousser une nouvelle fois ici par ce point-là, pour moi, on est sur une nouvelle jambe haussière et on arrivera à passer au travers finalement de ce biseau. Hein. De ce biseau en élargissement que vous voyez ici, et comme l'ont fait les altcoins et comme l'a fait finalement Ethereum, qui sont un peu plus risqués, Bitcoin pourrait être en train de mettre du temps à nous mettre en place ce mouvement, mais pour le moment, aucune certitude que ça va être le cas. On tient également des niveaux, et ça je vous l'avais déjà expliqué hier plus ou moins, mais des niveaux en 15 minutes ici. Ceci est une prise de liquidité, hein, c'est relativement évident dorénavant, puisque dans le temps, elle a été très courte. Si jamais je vous montre la bougie daily, vous n'allez pas voir cette information. Mais ici, on voit que le prix n'a pas passé 15 minutes en dessous de ces niveaux-là. Donc tous ces niveaux-là sont préservés, d'accord. Je crois même qu'on a laissé un 5 minutes ici, donc du coup, donc au niveau de ce niveau-là. Donc du coup, on est vraiment sur une prise de liquidité ici en dessous, pas vraiment un mouvement vendeur, on va dire, entre guillemets, ou en tout cas un mouvement systématiquement racheté. On a cette compression ici, dont on est sorti plutôt par le bas, et que là actuellement on est peut-être en train de casser vers le haut. On va voir ici comment se traduit la suite, mais personnellement je trouve ça plutôt encourageant pour une continuation. Derrière, on va pouvoir enlever deux niveaux ici en 5 minutes, qui étaient celui-ci et celui-là, qui ont été perdus par le côté cette nuit. Ici et là. Nouveau niveau dans les 5 minutes qui, je dirais, se trouve par ici. Et il est relativement puissant. En tout cas, il a réagi pas mal de fois. Voilà, quelque part par là. Donc ça c'est le petit support du moment. 5 minutes c'est pas grand chose. Maintenant s'il arrive à tenir, on peut pas faire grand chose non plus en 5 minutes, donc on ne devrait pas dévier trop en dessous de ce niveau là. Pour le moment on est en distribution d'une certaine manière, enfin en tout cas vous le voyez ici, il y a eu un break de structure hein, ici qui est relativement clair, globalement voilà quelque part par là, je sais pas, voilà oui quelque part par ici même. Si on arrive à recasser la structure par le haut, et ben on va invalider ce break de structure pour une continuation de structure plutôt qui serait plutôt haussière. On va voir comment ça se met en place ici. Pour le moment, la zone est un petit peu incertaine, mais je pense qu'on a des signaux que ça va plutôt partir vers le haut. Hier, notre scénario privilégié, c'était de remonter jusqu'à l'ATH, se faire repousser par ce 5 minutes et ensuite venir reprendre 63 000 $ pour faire ce genre de figure. Pour moi, on est invalidé là-dessus pour le moment.
En tout cas, faute du contraire, on est invalidé là-dessus pour le moment. Est-ce que là, ce qu'on regarde, c'est du bruit, et est-ce que ce scénario va effectivement se mettre en place? Peut-être, sincèrement peut-être, mais pour le moment, pour moi, j'invalide ce scénario, et je me dis que si on arrive à déjà venir à minima ici et s'installer au-dessus, hein, c'est l'ATH ici qui va parler, eh bien, à ce moment-là, on est parti pour une jambe haussière plus importante. La structure du IBIT, je crois pas en avoir parlé hier, je sais plus. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est cette compression en haut d'un mât. Donc c'est plus ou moins, si on le regarde d'une manière chartiste, hein, on fait pas toujours du chartisme sur la chaîne, mais en ce moment, on est sur un contexte très directionnel, donc du coup, on va utiliser le chartisme de plus en plus, et vous le voyez ici, retest parfait de la distribution précédente pour finalement rebondir. Est-ce qu'on n'irait pas justement toucher cette target plus 20% autour des 80 000 $ sur Bitcoin? Ça pourrait être quelque chose d'intéressant qui se met en place. On va voir. Pour l'instant, pré-market, on est à peu près sur la zone où on a fermé hier, donc pas de signe de ce côté-là. Ethereum contre Bitcoin. Quelle est la rotation de ce côté-là? Eh bien, ça compresse. Pour le moment, on n'a pas de confirmation ni dans un sens ni dans l'autre. Ether s'est bien repris sur cette zone-là, hein, sur finalement la trend historique, mais également la trend du moment. Et la compression, elle se présente comme ceci, c'est-à-dire un triangle. Si on arrive à casser ce triangle par le haut, eh bien, c'est une continuation haussière pour Ethereum, et ce jusqu'à des niveaux un petit peu indécents au sens où c'était la résistance historique auparavant. On a eu une très grosse distribution sur Ether contre Bitcoin, vous la voyez là-dedans, au travers de ce canal ici, hein, tout en descente, et d'une certaine manière, si jamais on arrive à briser ce canal, on peut estimer que Ether pourrait revenir au 0,08, c'est-à-dire globalement, Ether vaut un dixième de Bitcoin, globalement, hein, 0,08 c'est à peu près pareil, donc, eh bien un Ether qui actuellement serait autour des 6 000 $, si Bitcoin reste à 60 000 bien évidemment. Derrière, Ether qui continue, qui nous a fait une très belle poussée. Pour le moment, le momentum de cette poussée-là n'est pas perdu, hein, je le rappelle. On a ici la trend. C'est plutôt propre, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ether a confirmé une cassure de ce biseau par le haut. Donc ça, c'est très boule. Ça veut dire que ce biseau ne repousse pas. On casse une figure bearish par le haut. Donc du coup, c'est vraiment plutôt une bonne chose. Pour l'instant, il est dans la zone, il est dans une zone de rejet weekly, qui est là et là, beaucoup de clôtures weekly qui avaient eu lieu dans cette zone-là, donc c'est une belle zone pour éventuellement nous faire une correction plus importante et peut-être repartir, mais à ce stade, comprenez bien que la correction à 3300 $ qui a systématiquement été ravalée, et là on est autour des 3008, et présente des bonnes dispositions pour tout simplement, tant qu'on ne perd pas cette trend, on va dire qu'on peut continuer sur ce momentum-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que théoriquement, si on tient cette trend, hein, encore une fois, nouvelle ATH pour Ether autour du 9 avril dans un mois, si on la tient. Le total 3 contre Bitcoin, là on regarde bien évidemment toutes les alts, hors stablecoin contre Bitcoin, donc on divise par Bitcoin. Vous voyez que c'est pareil, ça tient bien son momentum du moment. Grosse correction pour venir retoucher très exactement cette droite ici, et puis finalement ça tient ici. Donc pour moi, je vois pas de signe ici qu'on s'arrête. Et si on devait également sur le total 3 tracer une forme de biseau qui aurait eu potentiellement eu quelque chose, vous voyez que là c'est plutôt un canal même, eh bien on l'a tenu, on a même retesté et réintégré ici la cassure. Donc pour moi, voilà, on est à ce stade dans une logique potentielle de continuation de la performance des altcoins contre BTC, mais également de la performance d'Ethereum contre BTC, si on sort de la compression Ethereum contre BTC par le haut, et je parle bien entendu ici du triangle. Donc voilà, pour moi, il faut que BTC se tienne, hein, bien évidemment, si BTC nous fait un flash crash de 30% d'un coup, et là vous voyez les conditions d'un flash crash d'une quinzaine de pourcents. Ici, on avait, je pense, pris une trentaine de pourcents en moins. Donc, vous voyez qu'ici, les alts sont extrêmement nerveuses en ce moment, tout simplement parce qu'elles sont en surévaluation potentielle. Hein. Et voilà. Stablecoin dominance, c'est un petit peu la même chose. On voit ici beaucoup de monde qui retourne en stablecoin et finalement un rachat systématique. Pour le moment, on est sous ce que j'appellerais le dernier support. Je vois pas nécessairement la stablecoin dominance aller beaucoup plus bas, personnellement, mais je vois plutôt le gâteau grossir ici, c'est-à-dire une stablecoin dominance qui peut-être tient un petit peu cette zone-là,
et le gâteau global qui grossit, ce qui permet à la stablecoin dominance à dominance égale de faire 6% d'un gâteau qui est plus gros. Donc finalement voilà. Ce qu'on pourrait regarder éventuellement c'est le total, comment est-ce que le gâteau se comporte. Et vous voyez ici que le gâteau n'est pas à la TH, il est autour des 2,49 trillions, donc finalement on est à peu près dans cette zone-là. Comprenez que du coup ça nous met Ethereum actuellement à peu près à cet endroit-là, hein, justement. Hein. Bah, Ethereum est une grosse part du gâteau quand même, 20%. Ça nous met finalement Bitcoin ici, qui est la part la plus importante du gâteau, 53%. Et donc sur les 30% restants, eh ben, on est quelque part, finalement, vous le voyez ici sur cette charte-là. Alors là, on est contre Bitcoin, il vaudrait mieux prendre celle-ci. Total 3 moins USDT, sur Market Cap, non, c'est pas ça. Total 3, pardon. Eh bien, le total des altcoins, lui, est plutôt ici, en dessous, très légèrement en retard. Si le total altcoin, et là, bon, ça inclut la stablecoin dominance, mais c'est pas grave, montait à 1,13 trillion, c'est-à-dire rejoignez Bitcoin actuellement, hein, comprenez bien ici qu'on est à 690 actuellement, si je me trompe pas, oui, c'est ça. Donc ça fait un x2 sur le total des altcoins. Ici, si je vous prends, on avait fait une analyse ici, il y a ça un petit moment là-dessus, mais si je vous prends ceci, que je vous le transpose ici, et que je vous emmène là, plus 67% sur les market cap des altcoins. Donc 70%, je dis x2, j'étais un peu... Donc voilà un peu l'idée. Soit les altcoins rejoignent BTC, alors BTC peut bien évidemment lui partir un peu plus haut, etc. Moi j'ai toujours considéré que il fallait une baisse des taux pour que on ait, entre guillemets, un mouvement substantiel pour les altcoins. Pour moi, c'est pas qu'on n'est pas en alt season, mais c'est que pour moi, une alt season, la Bitcoin dominance doit baisser. Et quand on regarde ici, la Bitcoin dominance, pour le moment, elle est plutôt en train de latéraliser que de baisser. Donc la vraie altcoin season, entre guillemets, et vous le voyez ici, la Bitcoin dominance est extrêmement bien reprise. Ici, on s'était dit, tiens, elle est peut-être en train de passer dans une structure baissière. Ici, on s'est dit, ah, il y a un beau rejet sur la trend. Et finalement, eh ben, vous voyez que là, elle est en train de se reprendre. Alors, elle n'a pas breaké. C'est-à-dire qu'elle est vraiment en range en ce moment. Elle n'a pas breaké la structure ici pour en sortir par le haut. Et vous voyez que le momentum d'augmentation de la part du Bitcoin finalement dans le gâteau global, hein, c'est ça qu'on regarde actuellement, a perdu pour le coup sa trend. D'accord? Donc on est peut-être ici en train de faire un range, soit un range pour une continuation, c'est tout à fait possible, soit un range pour finalement une distribution. Mais pour moi, une altcoin season, c'est vraiment un moment où la Bitcoin dominance baisse. Et là, c'est pas ce que j'ai sous les yeux. Donc, on a une belle perf, certes, des altcoins qui petit à petit viennent rejoindre Bitcoin. Enfin, là, c'est pas ça qu'on regarde, mais on a une belle perf, certes, des altcoins, mais c'est pas une altcoin season pour moi à proprement parler. Alors, vous pourrez aller voir ici, bien entendu, vous avez des index qui vous disent que c'est une altcoin season. Je sais pas si je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas ici, mais vous avez des index qui peuvent vous dire effectivement que c'en est une ou c'en est pas une. Personnellement, dans ma définition personnelle, les altcoins performent bien en ce moment, mais beaucoup finalement ont souffert face à Bitcoin et ne sont que en train de reprendre une partie logique du gâteau. C'est-à-dire que là, on est sur une altcoin season qui finalement, le gâteau grossit globalement très bien. Bitcoin, dans cette part-là, prend une part proportionnelle, égale dans le gâteau. L'Ethereum dominance, je sais pas à combien elle est, autour de 18,69, donc elle stagne pas mal. Et finalement, c'est plutôt les altcoins qui en bénéficient. Ici, vous le voyez, Ethereum dominance. Elle est en range aussi, certes en haut de son range, etc. Potentiellement dans une structure de retournement. Mais pour le moment, l'Ethereum dominance n'a pas cassé un peu, je dirais, tout ça, quoi. C'est-à-dire que là, on veut une Ether dominance qui vient à casser tout ça et vient à revenir à minima sur la zone des 20 à 22. Hein. C'est même 21, 22. Ici, c'est la résistance qu'on peut voir sur l'Ethereum dominance. Donc, la rotation Bitcoin vers Ethereum, on va dire qu'elle commence à peine. La rotation Bitcoin vers le reste du marché commence à peine et finalement ce qu'on voit aujourd'hui en grosse rotation, c'est une rotation stablecoin vers achat de Bitcoin, achat de tout finalement et donc
une stablecoin dominance qui perd dans le total, et d'un autre côté, finalement, une Ether dominance qui stagne, mais qui a tendance à rester à peu près dans l'appréciation, puisque le Bitcoin lui-même s'apprécie, et dans sa part du gâteau global, elle se maintient. Donc ce qu'on peut voir, c'est Bitcoin dominance qui se maintient, Ether dominance qui se maintient, donc ça profite aux 30% restants des alts, 40, 30, 70, oui c'est ça, 30% des alts restants qui finalement s'apprécient plutôt pas mal, mais c'est pas ce que j'appellerais une altcoin season à proprement parler. Une altcoin season, vous avez même des petites caps qui prennent 100% par jour, 50, 100% par jour, ça n'est pas anodin. Pour moi, je pense que ce mouvement-là se met en place en général quand, encore une fois, les taux viennent à baisser. Tout simplement parce que l'argent est gratuit et que on a cette possibilité que Bitcoin pump et en même temps le reste également du marché pump. On voit en ce moment un petit retour des retail quand même, notamment au travers du trading de tout ce qui est meme coins, c'est-à-dire des coins qui sont plus ou moins voilà shitcoin et qui sont plus ou moins des blagues entre guillemets, donc un retour de la spéculation de retail, on va dire ça comme ça, mais d'une certaine manière en tout cas pour le moment je ne parle pas d'altcoin season à proprement parler. Je dis que les alts se portent bien, mais pour moi c'est la dominance du Bitcoin qui doit ici effectivement baisser, et vous voyez que Bitcoin tire le marché vers le haut grâce à son momentum. Mais globalement, alors je vais pas répéter ici, mais si je vous affiche le total 3, vous allez comprendre que ici, c'est là que les alts avaient énormément plus corrigé dans ce contexte-là. Et finalement, aujourd'hui, les alts en sont à peu près par ici. Hein. Oui, c'est ça. Oui, à peu près par ici, exactement. Total 3, si on regarde dans sa performance. Et en dessous finalement de toute cette structure de consolidation qui était là. D'accord ? En tout cas, c'est très propre, aucun problème là-dessus, et sincèrement, voilà, plutôt une séquence haussière, on va dire. Dans le pire des cas, et le pire des cas, j'en ai parlé ici sur la chaîne, c'est une flat finalement sur Bitcoin, c'est-à-dire une correction ATH d'une cinquantaine de pourcents, et même potentiellement une centaine de pourcents de la hausse précédente. Dans le pire des cas, ça nous donnerait finalement une ABC sur, ce qui serait dramatique, hein, bien évidemment, une ABC sur les altcoins en correction. Vous le voyez là, on est autour du 618. 0,618 de retracement de la baisse précédente hein, sur le total 3. Ça nous donnerait finalement sur Ether, je pense qu'on rentre pas loin du territoire de la flat, on est en dessous encore, hein. Ether est plutôt 0,786 et Bitcoin lui est au 100%, donc une flat sur Bitcoin serait vraiment le pire scénario et il faut quand même l'intégrer. Il existe toujours un pire scénario. Personnellement, j'évalue les possibilités de ce scénario, donc une flat à une trentaine de pourcents à ce stade. C'est-à-dire que là, on est dans une zone de rejet, effectivement. Si cette zone de rejet rejette, logiquement, ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait ce type de correction. Peut-être correction à 38, peut-être correction à 32, peut-être correction à 15. D'accord? C'est les objectifs d'une flat. C'est-à-dire running, régular, et pour le moment on va pas intégrer une flat étendue parce que je pense pas que ça soit, vu le momentum du mouvement, je pense pas que ça soit adéquat. Mais globalement voilà, moi j'estime à 30% les chances que cela se passe, donc du coup c'est pour ça que je suis à 30% actuellement en stablecoin. Qu'est-ce que ça nous donnerait derrière? Ça nous donnerait potentiellement, en tout cas s'il y a un joli autour de cette zone-là, on va dire, le prix se reprend bien, ça nous donnerait une magnifique épaule tête-épaule inversée, avec une target entre 300 et 400 000 $. Donc voilà, on est prêt, je pense, à accepter ce type de correction. Maintenant, pour le moment, pour moi, on est plutôt en train de se diriger à 80K, encore une fois, et c'est plutôt mon scénario privilégié à court terme. Ok. On va sur les news. Alors, je vous ai parlé de ces rotations. Désolé, ce sera une vidéo un peu longue, je vous le dis d'office. Je vous ai parlé de ces rotations, et là, ce qu'on va regarder, c'est plus ou moins... D'abord, on va commencer par regarder les ETF, voilà. Ici, vous avez les flux cumulés sur les ETF. Dans les premiers jours des ETF, et c'est vraiment la thèse que j'ai défendue, c'était une rotation. C'est-à-dire que vous aviez vraiment... ici, c'est Grayscale en bas, la vente des GBTC, d'accord? Et en haut, c'est tout le cumul des autres.
Euh, dans les premiers jours, on avait vraiment une rotation, c'est-à-dire une équivalence, et ça a duré jusqu'à une bonne partie du mois de janvier, une équivalence entre les deux. Et finalement, au bout d'un moment, les afflux sur les ETF ont largement dépassé, c'est-à-dire que la baisse des GBTC s'est calmée. On a eu ici, début mars, des ventes de Genesis qui ont bien accéléré, et également ici, mais vous voyez ici qu'on a 10 000 millions, donc 10 milliards, en outflow du côté de Grayscale, et on a quasi 20 milliards en inflow du côté des autres. Donc ça, c'est la première rotation qui s'est mise en place. Des gens qui sortent de GBTC parce que les frais sont très forts sur GBTC, qui sortent de GBTC, qui empochent en plus, ce faisant, pour ceux qui sont rentrés en tout cas au bon moment, qui empochent un premium, puisqu'ils ont investi au moment d'un discount. Je ne vais pas revenir ici dans les détails, mais qui empochent en plus cette différence qui à un moment donné était de plus de 40%, hein, donc du coup intéressant. Vous aviez ici un droit sur du BTC. Quand ça s'est transformé en ETA Spot, c'était une super nouvelle. Et par contre, étant donné que les frais sont exorbitants sur Grayscale, qui vont plutôt faire une rotation soit vers les autres BTC, soit tout simplement acheter leur BTC. Ici, on voit le cumulatif global, hein, on va dire, qui encore une fois est autour de 9 milliards actuellement. Ce qu'on peut voir comme autre rotation, c'est potentiellement des gens qui sortent. On va le voir peut-être ici sur cette charte. Oui. Ça, ce sont des long-term holders. Long-term holders étant, j'ai des BTC depuis plus de 5 mois. On a en crypto un truc formidable qui s'appelle le on-chain, qui nous permet de savoir quand ont été achetés les coins. On ne peut pas savoir à qui ils sont, mais on peut savoir quand, en tout cas pour les adresses qui ne sont pas labellées, qui n'ont pas été montrées par des exchanges comme étant appartenant aux exchanges, parce que maintenant on est vraiment sur ce délire de montrer que vous avez les réserves conséquentes de vos clients. Mais on a ce truc formidable qui est le on-chain par rapport au marché action ou ce genre de choses, qui est qu'en fait chaque coin est numéroté, chaque Satoshi même est numéroté, et qu'on sait très exactement à quel prix ils ont été achetés et à quel moment. Donc du coup là, on a des coins qui ont 5 mois et plus, c'est ça qu'on appelle un long-term holder. À partir de 5 mois, Glassnode considère qu'un coin est en long-term holding. Avant ça, c'était un STH, donc moins de... Je crois que c'est 155 jours, donc un mois. Et en l'occurrence, ici, on voit que les long-term holders sont en train de petit à petit vendre. D'accord ? La position est en train de changer vers le bas. C'est une dynamique logique de hausse, c'est-à-dire que c'est normal qu'à un moment donné, ceux-ci se mettent en position de vente, et c'est tout à fait logique. D'ailleurs, ce qu'on peut voir ici, alors ça c'est les afflux ETF, mais on a déjà regardé, donc voilà. Ici, cette distribution comme pourcentage de la supply, elle correspond à ça. D'accord. Contrairement à là, par exemple, où vous avez une distribution beaucoup plus logique, beaucoup plus importante, puisque vous avez des gens qui ont gardé des coins pendant 5 mois dans le but de les revendre au-dessus. Et on le voit ici, par exemple, également en 2017. C'est ça qui vous crée une dynamique de top, hein, bien évidemment, également. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que on commence à voir des coins âgés de plus de 5 mois relativement vendre. Alors j'ai pas regardé sur Glassnode, on pourrait regarder, mais il n'y a pas de retour en tout cas des BTC, vous le voyez ici sur les exchanges. Et là, ce qui peut éventuellement nous intéresser, c'est les coins âgés de plus de 1 an. Et vous voyez qu'effectivement, il se passe une petite distribution. Depuis qu'on était là, autour des 40 000 $, sur la dernière jambe haussière, et on est bien au 6 mars, oui, eh bien, on a 2% des coins qui étaient détenus depuis plus de 1 an, qui, eux, ont été vendus. On a vu notamment même des adresses se réveiller après plus de 10 ans de holding et de moments où finalement, ils ont, encore une fois... donc on a vu des coins de 2010 se réveiller, c'est ça que je veux dire. Derrière, est-ce qu'on sera sur une dynamique type 2019, c'est-à-dire effectivement ça s'enfonce encore plus, vous voyez qu'on est même quasiment en valeur sur les niveaux de 2019, ou alors est-ce que le prix va se remettre et continuer? Je l'ai expliqué hier, mais la dynamique d'un ATH
Et tout à fait normal, c'est tout à fait normal qu'il y ait de la vente, hein, c'est ça qui crée une résistance tout simplement, c'est-à-dire que on est arrivé à un niveau, on a corrigé, derrière on a des gens qui ont visé ce niveau en trade, donc là on serait plutôt sur des long term holders possible, puisque ça fait plus d'1 an qu'on est sous les niveaux, ça fait 2 ans qu'on est sous les niveaux ATH, mais le trade finalement de la personne était de dire je retourne à l'ATH et à partir de là je sors, donc ça crée de la vente. Pas du tout un problème de créer un rejet sur la zone ATH à ce stade, parce que tout simplement, au niveau psychologique, c'est relativement logique de se dire que l'ATH pourrait ne pas passer. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure également, et nous-mêmes, on a pris des profits effectivement sur cette montée, sur des coins qui étaient relativement vieux également. Donc, voilà mon analyse. En ce moment, effectivement, alors, on a autre chose qui va se passer, c'est le halving, c'est-à-dire que les mineurs également sont en train de vendre un tout petit peu en ce moment. Pourquoi ? Parce que ils précèdent le halving, et pour eux, la condition sine qua non pour un mineur pour survivre, c'est de doubler sa puissance de calcul avant un halving, pour garder les mêmes revenus. Et ça, c'est relativement logique. Et bien entendu, évidemment, il y a le fait que Bitcoin augmente. Si Bitcoin arrête d'augmenter, les mineurs vont être dans des très mauvaises dispositions. Donc ce qu'on peut voir là aussi, c'est des mineurs qui vendent à l'ATH aussi, et on le voit sur leur pourcentage de supply qui est vendu. Pourquoi ? Pour tout simplement, excusez-moi, donc voilà un petit peu l'idée. On parle des mineurs aussi, bien évidemment, qui ont vendu une partie de leur supply, probablement pour acheter des machines, pour tout simplement doubler leur capacité de calcul et être sûr qu'à prix constant sur BTC, à minima, ils continuent à s'en sortir. Voilà, alors, voilà pour les rotations en cours. Et en gros, hier, on a eu Powell qui a fait un témoignage devant le Congrès. Et il nous dit qu'effectivement, il va probablement couper les taux cette année. Bon, c'est ce que price le marché, donc pas vraiment de nouveauté de ce côté-là. Ici, on en a parlé déjà, les BRICS qui annoncent leur système de paiement blockchain. Est-ce que ça va être basé sur autre chose, type XRP, XLM ? Est-ce que ça va être basé sur le yuan numérique ? Est-ce que ça va être quelque chose qui mélange du yuan numérique, de l'or et peut-être un petit peu de ressources, hein, pour mettre un peu à égalité finalement la Russie et la Chine dans le système ? On va voir, mais en tout cas, ça reste quelque chose d'intéressant par rapport à, on en a beaucoup parlé, la fin du dollar comme un système de paiement. Il faut comprendre ici que le fait que le dollar soit le système de paiement du monde, finalement, bénéficie aux États-Unis de par le fait que ça couvre leur déficit. Normalement, théoriquement, vous avez une balance commerciale d'un pays, et en fonction de cette balance commerciale et également des intérêts stratégiques que permet votre pays, tout simplement, et de la stabilité de votre monnaie aussi, eh bien votre monnaie devient une réserve de change. Donc il y a une certaine demande de ce côté-là. Au niveau des États-Unis, étant donné qu'on nous oblige à avoir cette extraterritorialité du dollar, on va dire de fait, mais également la non-convertibilité du dollar en or, eh bien du côté des États-Unis, finalement, on finance leur déficit extérieur d'une certaine manière. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, mais en gros, les pays, et puis d'une certaine manière, au moment où les assets en dollars de la Russie ont été confisqués, on a créé une nouvelle ère où le dollar n'était plus une réserve de valeur. Et là, on voit la réaction finalement des BRICS qui dit, nous, tout simplement, on va mettre en place notre propre monnaie et on va désormais échanger avec l'Arabie Saoudite, avec la Chine, avec tous ces pays-là. C'est la fin du pétrodollar, si vous préférez. Donc ça risque de poser des problèmes aux États-Unis. Pour le moment, il semblerait pas que ça soit le cas. Les États-Unis ont une très belle traction, en tout cas sur les marchés, on va dire, les marchés mondiaux. Mais on va voir ici comment ça se met en place, et en tout cas cette fin du pétrodollar n'est pas une mauvaise chose en soi. Je rappelle que le projet euro au départ était aussi sur cette narration-là, de dire on va peser contre le dollar. Et alors maintenant, étant donné qu'on n'a jamais créé d'Europe ni politique, ni militaire, ni quoi que ce soit, on n'a jamais créé non plus d'Europe des nations, c'est-à-dire que on est sur une coquille vide avec des pays qui font un petit peu ce qu'ils veulent et qui d'une certaine manière restent assez atlantistes, hein. Eh bien, on n'a pas ici du tout eu cette idée d'un euro comme réserve de valeur contre le dollar et comme moyen d'échange dans le monde. On passe ici sur le reste des news. Je suis déjà en train de faire une vidéo plutôt longue, donc on enchaîne. Ça, on en parlait tout à l'heure, des bitcoins qui sont très vieux, qui commencent à bouger actuellement. Ici, on aura droit aussi, ça on le voyait hier, mais à un rematch entre Trump et
Biden. Si Biden tient jusque-là, il y aura peut-être la revanche. Ici, ces compagnies qui font finalement de l'argent avec de l'intelligence artificielle, il ne s'agit pas juste de Nvidia. Aujourd'hui, on aura les jobless claims, c'est une info hebdomadaire, donc je vois pas ici énormément de volatilité sur cette info-là, c'est pas une info majeure. Le rapport ADP qui est sorti hier était à peu près au consensus. Un consensus qui était à l'augmentation du nombre de jobs en circulation. Donc en théorie, les jobless claims devraient diminuer. En tout cas, voilà, c'est ce que peut nous dire éventuellement le rapport d'hier. Et celui-là même nous parle finalement du rapport de demain, qui sera sur le taux de chômage aux États-Unis. Pour l'instant, on part sur 3,7. Le consensus est à 3,7 et le précédent chiffre était à 3,7. Peut-être qu'on aura un 3,6. Il y a un double tranchant là-dedans. Un marché de l'emploi très fort permet à Powell de pivoter plus tard. Ça, c'est le mauvais côté. Le bon côté, c'est que ça permet au marché de pricer un soft landing. C'est-à-dire que, pour le moment, les informations qu'on a sur l'économie américaine ne sont pas à la récession. Donc, on n'aurait pas vraisemblablement de crash des marchés au niveau financier, mais comme au niveau croissance, productivité, etc. Toutes ces choses-là. Pour le moment, les taux sont très hauts et pourtant, l'économie se porte très bien. Donc, on est sur cette narration potentielle, et c'est ce que le marché est en train de pricer, de soft landing, d'accord ? Tracté par notamment l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous affilier sur les liens de la chaîne et toutes ces choses-là. Tout cela est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants qui ont des problèmes de cœur dans le monde, les fait venir en France et ensuite en famille d'accueil, et ensuite, une fois qu'ils sont à réparer, les renvoie dans leur pays. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, n'hésitez pas à vous affilier sur les liens de la chaîne, à aller regarder dans tous les liens s'il y a des choses qui vous intéressent. Tout cela est en description de la vidéo. N'hésitez pas à regarder tout ça parce que, tout simplement, c'est pour une bonne cause. On va sur les liquidations dorénavant. Et ici, on a liquidé 286 millions, c'est une journée plutôt péchue. Globalement, je considère maintenant que, étant donné que l'open interest a augmenté, avant on était autour de 70 millions pour une journée normale, ça c'était plus ou moins bear market. On est monté à 120 sur les moments où c'était un peu plus péchu, globalement aussi. Maintenant, je considère qu'une journée à 150 est une journée normale. Hier, on a eu plutôt de la liquidation. Et pourtant, vous voyez que le prix a fait, depuis 24 heures, est plutôt dans une latéralisation. 150 millions sur Bitcoin et Ethereum, on est dans la normalité aussi. Ils représentent 70% de la supply, on l'a montré tout à l'heure, et ils font globalement la moitié de l'open interest, ce qui est plutôt logique et ce qui est plutôt ce qu'on pourrait voir tous les jours. Carnet d'ordre qui se remplit un petit peu en haut, c'est pas énorme, et ce qui est encourageant là-dedans également, c'est que dans la chute aux 60 000 $ ici, eh bien, on a des ordres qui se sont faxés à l'achat au sein de cette chute-là. Donc un sentiment mitigé sur le carnet d'ordre, c'est-à-dire des gens qui veulent acheter, qui potentiellement étaient même garés par ici. Vous le voyez ici, la modification des ordres, et qui finalement se dispatchent plus haut. Donc ça, c'est quelqu'un qui décide de ne plus courir derrière le prix, ou en tout cas de courir vers le prix plus haut. Et des ordres à la vente qui, je vous l'expliquais d'ailleurs tout à l'heure, pourquoi certains étaient positionnés à la vente en ce moment. Globalement, sur les marchés en levier, on n'a pas vraiment pris ce point-là, on va le garder. On n'est pas venu chercher non plus du tout les 63, qui était un niveau où on avait trouvé une divergence. Maintenant, ce que je peux voir là-dedans, c'est, vous le voyez, cette augmentation ici, au niveau des 63 qui était là, pour le coup, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup pris profit sur cette zone-là. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai finalement, j'ai une liquidation aussi ici des longueurs, donc c'est ça qui plombe un peu le funding bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a eu de la prise de profit sur toute cette zone-là, en mode, en fait on est en train de se faire rejeter, on va peut-être aller plus bas, je coupe mon long. Ici également, on voit donc du coup un prix qui descend puis remonte, un funding qui est plutôt à la descente, je dirais, donc on peut estimer que peut-être le petit niveau qui est là a été shorté. D'une certaine manière, tout ce qu'on regarde ici enlève un tout petit peu de monde, puisque vous voyez, le funding a baissé, alors quand j'ai un prix qui a latéralisé, ça enlève un peu de monde dans ceux qui étaient ici, au 63, en longue, et donc ça me dit que peut-être, là où hier on avait cette analyse de retourner à 63, potentiellement même venir chercher 69 et retourner à 63, en fait finalement ce petit flush ici a fait peur un petit peu à tout le monde, et vous voyez ici, depuis, en fait finalement, malgré une latéralisation du prix, plus ou moins, j'ai un funding qui descend. J'espère être clair dans mes propos.
sur le funding. C'est très important, le funding, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Ici, on est à l'équilibrium entre shorter et longer, vous le voyez. Donc, ça veut dire que j'ai pas grand monde qui est là-dedans. Hein. Ça va rejoindre un petit peu mon analyse précédente. Une petite poche de liquidité ici au-dessus, c'est celle qu'on vient de rajouter, vous l'avez vu ici sur les leviers auparavant. J'ai pas grand monde non plus en haut, hein, pour le moment. En tout cas, on voit qu'il y a peu d'open interest sur le marché. Sur les bulles du côté des terres, plutôt du long, hein, pour le coup. Ici, une belle poche de liquidité autour des 3676. Pas grand monde en haut et pas grand monde sur la descente. En tout cas, c'est ce que prédit l'algorithme de Halblock. Là où on avait beaucoup de monde ici sur la descente en short, bah, finalement, j'ai peu de monde qui se motive ici à venir shorter notre ami. Là, 7 jours sur la heatmap, donc sur les points chauds de liquidité. Alors globalement c'est un petit peu la même chose ici, on a une belle poche de liquidité qui s'est créée jusqu'à 70 sur BTC, est-ce qu'on va aller la chercher ou pas, je ne sais pas. Jolie poche ici sous 65, et ça c'était ce que je vous expliquais par rapport à la poche des 63. Le funding est dans des niveaux 0,03, oui, longué, mais pas non plus incroyable, on n'est pas à 0,10. Et donc voilà, j'ai une poche de liquidité au-dessus, au-dessous. Personnellement, je vise plutôt au-dessus, mais enfin sur la journée. Mais il est tout à fait possible qu'on dévisse à 63, même si vous l'avez vu dans l'analyse, on en a enlevé un petit peu. Sous 61, on a du monde. Maintenant, si je change la charte, et c'est ce que j'ai expliqué hier sur Bybit, en gros, on a 50% de cette poche de liquidité qui, sur les autres exchanges, on a eu cet excès. Donc est-ce que Binance va devoir lui-même faire cet excès pour se nettoyer, ou alors, puisqu'on prend le prix ici sur Binance, excusez-moi, ou alors est-ce que ça a été suffisant de nettoyer BitMEX, Bybit, BitGet, etc. Toutes ces choses-là, c'est la question qu'on peut se poser. Sur Ether, on est venu prendre le point chaud, on est actuellement en haut, entre deux poches de liquidité, une qui se trouve sous 3006 et une qui se trouve avec 4000 en point haut, d'accord? La question ici, c'est est-ce qu'il nous fait un flush vers le bas, 3006 avant de repartir, ou alors est-ce qu'il ne fait pas ce flush vers le bas et il repart tout de suite? On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo, on va se mettre en 15 minutes. Alors, je le dis assez souvent, les compressions se transforment en range, les compressions en triangle sur BTC. Donc attention à ça, d'accord? Un truc qui nous donne finalement, oui voilà, un range, borne haute ATH, borne basse 58, 60K, c'est possible, d'accord? Personnellement, je vise plutôt là en ce moment, hein, vous aurez compris que je suis en longue, je vise plutôt en ce moment le fait qu'on on pulvérise la TH, parce que pour moi la zone de rejet, elle n'est pas juste sur la TH, elle est potentiellement plutôt sur la zone entre 70 et 80. Maintenant, je peux me tromper, et derrière, comment dire, on a perdu finalement ce triangle dans les deux sens. Vous le voyez, on l'a perdu d'abord sur le côté, donc on a perdu d'abord l'accumulation, et là on est en train d'en perdre la distribution également. Donc, on a quand même ce signal que 69 à 60 peut être le range du moment, d'accord? C'est le premier signal d'un range, c'est ça. C'est une compression qui casse dans les deux sens. Donc ça, c'est possible. Pour le moment, moi, je me place plutôt dans une cassure de ça. Mais d'une certaine manière, je pense qu'il ne faut pas hésiter à TP partiel ici et remonter son stop loss à break-even dans cette zone-là. Voilà un peu mon avis. Est-ce que là, on peut parler d'un flag? J'aime pas là, cette grosse déviation. Moi, j'aime bien quand c'est propre. Maintenant, bon, quand on les aligne, c'est peut-être plutôt propre, on va voir. Pour moi, voilà, j'aurais plutôt tendance à dire que on a ici des W qui sont peut-être en train de se créer. Donc, si j'avais quelque chose à jouer en termes de target, ça serait plutôt, par exemple, la target de ce W-là. Ici, je serais peut-être pas en train de jouer le flag complet. Maintenant, tout à fait possible qu'on pousse, et c'est d'ailleurs le scénario dans lequel je suis, c'est-à-dire, finalement... une continuation de cet ordre-là. Qui nous emmènerait, là pour le coup 73, on a notre élargissement symétrique qui nous dit 72, et on a une ETE qui nous dit 80.
On va voir si ça se met en place. Ça reste encore une fois du chartisme, c'est-à-dire des probabilités, et parfois les probabilités ne vont pas dans le sens du pourcentage le plus probable. Hein. Voilà, il ne faut pas juste dire si le chartisme ou autre, ou même tout système de trading dans son ensemble, ICT, SMC, toutes ces choses-là, si les VWAP, enfin tout ce que vous voulez, le système de trading pour moi n'est pas quelque chose d'extrêmement important, c'est plutôt le risk management qui est important. Si jamais ça ne marche pas une fois, ça veut dire que ne veut pas dire que ça ne marche pas tout le temps, d'accord ? Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... Tiens, est-ce que vous êtes un adepte des bains, type bain chaud? Est-ce que vous êtes un adepte des bains ou est-ce que vous êtes plutôt un adepte uniquement de la douche? Personnellement, ça m'arrive de prendre des bains, j'adore ça. Mais bon, tous les jours, en matière quotidienne, je prends plutôt des douches. Mais ça m'arrive de prendre des bains, tout simplement dans un moment où j'ai envie de me relaxer. Voilà, c'est plutôt un truc de relaxation. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. Portez-vous bien, passez tous une très bonne journée. À demain.